Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basé à Cotonou au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Au sommaire de cette édition, les restes du désormais ancien président de la Tanzanie reposent depuis ce vendredi dans sa ville natale. John Magufuli a été inhumé en présence de la nouvelle présidente du pays. La France n'est pas sans reproche dans le génocide connu au Rwanda entre 1990 et 1994. C'est la conclusion d'un rapport remis ce vendredi au président français Emmanuel Macron. Et puis au Venezuela, des milliers de personnes ont fui vers la Colombie après des affrontements à la frontière. Ces personnes se sont retrouvées dans des refuges humanitaires dans la ville d'Aroquita. En ralliant le siège de leur mouvement quelques heures après le lancement de la campagne pour l'élection présidentielle du 11 avril, Irénée Agossa a tenu à galvaniser ses partisans de Cotonou. Le candidat à la vice-présidence de Restaurer la confiance a dévoilé la stratégie de campagne de son duo. Nous voulons faire une campagne contre Patrice Talon. Si nous voulons faire une campagne contre Patrice Talon, vous devez être encore 10 fois plus engagé. La campagne contre le président de la République sera une campagne rude, difficile. Mais si nous croyons à ça, si nous nous battons, si nous nous mettons dans la foi, nous allons gagner. Pour donner le top des opérations de conquête de l'électorat, Corentin Korhwe et Irénée Agossa ont choisi Parakou, ville située à 450 km de Cotonou. Un choix stratégique pour le duo qui reste concentré sur son objectif, battre Patrice Talon aux sorties des urnes. Nous allons battre le président de la République parce que son système n'est pas un bon système pour nous. Et c'est ça qu'on va exprimer partout. La vague orange doit envahir tout le Bénin. Et pour que ça commence, c'est pas ici à Cotonou. Les candidats de Restaurer la confiance comptent sur l'organisation de leur structure de base pour disséminer leurs projets de société et convaincre les électeurs indécis. Un programme qui tranche selon eux avec celui exécuté par le chef de l'État sortant au cours de son quinquennat. Plus personne ne doit entendre parler de Patrice Talon. Nous sommes prêts à diriger ce pays. Nous avons le meilleur programme. Nous avons la manière de le faire. Nous avons l'expérience pour le faire. Nous nous sommes préparés depuis des années pour diriger ce pays. Et c'est maintenant que nous allons prouver cela. Alors, mes chers Amazones, mes chers soldats, chers camarades, vous n'avez plus rien à faire maintenant que d'aller combattre toutes les autres listes sur le terrain. Corentin Korhwe et Irénée Agossa se définissent comme des candidats de surprise. Et à les en croire, les résultats de l'élection du 11 avril étonneront plus d'un. À Alger, le militant et poète Mohamed Tadjadi et 3 étudiants ont été arrêtés à la fin de la manifestation hebdomadaire qui a rassemblé des milliers de personnes dans le centre de la capitale, a indiqué le Comité national de libération des détenus, CNLD, une association de soutien aux prisonniers d'opinion. Par ailleurs, les forces de l'ordre ont dispersé, en faisant usage de sprays de gaz liquide, les manifestants à Oran ainsi qu'à Mostaganem dès le début du défilé, a précisé à l'AFP un journaliste local sous couvert de l'anonymat. Comme chaque vendredi depuis la reprise du Hirak le 22 février, les protestataires, dont le nombre est difficile à évaluer en l'absence de chiffres officiels, ont lancé des slogans hostiles au pouvoir et à l'armée, le pilier du régime.
Ils ont fustigé la décision du président Abdelmadjid Tebboune d'organiser des élections législatives anticipées le 12 juin pour tenter de répondre à la grave crise politique et socio-économique qui ébranle le pays le plus peuplé du Maghreb. Pas d'élection avec la bande, a scandé le cortège dans les rues d'Alger. L'Algérie est le seul pays au monde à vouloir organiser des élections sans peuple, a déploré un manifestant, Aziz Boucheban. La caserne, à travers sa façade civile, convoque le corps électoral officiel et le peuple répond avec le vrai corps électoral dans la rue, a résumé ce commerçant de 33 ans. Face à la contestation populaire qui persiste, malgré des divisions, le régime apparaît déterminé à appliquer sa feuille de route, à savoir le recours à un troisième scrutin depuis la fin 2019, en restant sourd aux aspirations du Hirak et alternant gestes d'apaisement et répression. Né en février 2019 du rejet massif d'un 5e mandat du président Abdelaziz Bouteflika, impotent et reclus, le Hirak réclame un changement radical du système politique en place depuis l'indépendance du pays en 1962, synonyme, à ses yeux, de corruption, de népotisme et d'autoritarisme. Le corps du président tanzanien John Magufuli, dont la mort le 18 mars reste entouré de mystères, a été inhumé vendredi dans sa ville natale dans le nord-ouest du pays, ont rapporté les médias nationaux. Président depuis 2015, surnommé le bulldozer pour son leadership à poigne, John Magufuli, 61 ans, est officiellement mort de problèmes cardiaques selon les autorités tanzaniennes. Mais son principal opposant affirme que le dirigeant, qui n'a cessé de minimiser l'impact du coronavirus et refusé de prendre des mesures pour endiguer la pandémie, est mort du Covid-19. Après l'exposition du cercueil dans plusieurs grandes villes du pays et des funérailles nationales en présence de chefs d'État de la région, le 22 mars, dans la capitale Dodoma, la dépouille de John Magufuli a été finalement enterrée vendredi dans sa ville natale de Château, dans la concession familiale au cimetière local. Nous travaillerons dur pour terminer ce que John Magufuli a commencé en amenant le développement au peuple, a commenté la vice-présidente Samia Suluhu Hassan, qui lui a succédé et est ainsi devenue la première femme à prendre la tête du pays. Elle restera en fonction jusqu'en 2025, selon la constitution, date prévue pour la fin du mandat de John Magufuli. Plusieurs chefs d'État africains avaient salué lundi la mémoire du président de la Tanzanie, décédé brutalement. John Magufuli lors de funérailles nationales dans la capitale Dodoma, 5 jours après l'annonce d'un décès qui reste entouré de mystères. La politique de la France au Rwanda entre 1990 et 1994, menée par un président et son entourage aveuglés idéologiquement, a été une faillite et elle porte des responsabilités accablantes dans le génocide des Tutsis, selon un rapport cinglant d'historiens remis vendredi à Emmanuel Macron. Kigali a salué un pas important vers une compréhension commune du rôle de la France dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères. Ce rapport marque une avancée considérable pour comprendre l'engagement français au Rwanda, a estimé le chef de l'État français dans un communiqué de la présidence. La France, où se sont installées plusieurs personnes suspectées d'avoir des responsabilités dans le génocide des Tutsis au Rwanda en 1994, poursuivra ses efforts contre les responsables du génocide, ajoute-t-il. Le président français a indiqué espérer que la publication de ce rapport permettrait un rapprochement irréversible avec Kigali. Même si les relations entre les deux pays se sont détendues avec l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron en 2017, le rôle de la France au Rwanda reste un sujet explosif depuis plus de 25 ans. Ce rapport de plus de 1000 pages, fruit de 2 années d'analyse des archives françaises, dresse un bilan sans concession de l'implication militaire et politique de Paris, tout en écartant la complicité de génocide longtemps dénoncée par Kigali. Présente au Rwanda depuis que ce pays des Grands Lacs a pris son indépendance de la Belgique, la France est demeurée aveugle face à la préparation du génocide des Tutsis du Rwanda de 1994, assène dans ses conclusions la commission de 14 historiens présidée par Vincent Duclet, mise en place en 2019 par Emmanuel Macron. With respect to education in Kenya, en ce qui concerne l'éducation au Kenya, il y aura une suspension immédiate de tous les enseignements en présentiel, ce qui inclut les universités et les collèges d'enseignement supérieur et professionnel, sauf pour les candidats qui se présentent à leurs examens et ceux dans les établissements de formation médicale jusqu'à nouvel ordre.
and those in medical training institutions until otherwise notified. That the operations of bars Les bars doivent fermer dans les comtés de Nairobi, Makako, Kajiado, Kiambu et Nakuru. De même, la vente d'alcool dans les restaurants des 5 comtés est interdite jusqu'à nouvel ordre. in the 5 counties is prohibited until further notice. Le Venezuela a dénoncé mercredi, 3 jours après les combats à la frontière colombienne, l'attaque de cibles civiles et la pose de mines par des groupes armés colombiens et menacé d'une réaction forte, toute incursion sur son territoire d'une organisation armée régulière ou irrégulière. Depuis le dimanche 21 mars, des combats entre l'armée vénézuélienne et des groupes armés dans l'état de Apure, dans le sud-est, à la frontière colombienne, se sont soldés par un bilan de 2 soldats vénézuéliens tués et 32 hommes capturés selon Caracas, qui n'a pas donné le nombre de morts chez les insurgés. Plus de 3000 personnes se sont réfugiées en Colombie selon les autorités colombiennes. Selon le ministère des Affaires étrangères du Venezuela, toute tentative de violation de son intégrité territoriale par une organisation armée, régulière ou irrégulière, sera suivie d'une réaction forte. Dans le communiqué, Caracas accuse aussi son voisin d'avoir donné un consentement plus que tacite aux actions des groupes criminels opérant dans la zone et d'avoir mis en place un corridor d'activité illégale dans le narcotrafic. Dimanche soir, le président vénézuélien Nicolás Maduro avait évoqué les combats à la télévision de sources sécuritaires. Il s'agit de dissidents de l'ex-guérilla colombienne des FARC. Bien que la plupart des 13 000 membres de l'ex-guérilla marxiste aient déposé les armes, des factions dissidentes se sont marginalisées du processus de paix en Colombie ces 3 dernières années. Ces groupes sans commandement unifié, financés par le narcotrafic et les mines clandestines, se sont renforcés dans des zones isolées du pays, selon le service de renseignement militaire colombien.